Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans votre nouvelle émission du dimanche sur Sud Radio, le choc des idées. Désormais, vous le savez, chaque dimanche, à partir de 11h, Sud Radio donne la parole à une voix libre, une voix qui porte et une voix qui n'a pas peur de déranger par les idées qu'elle soulève. Aujourd'hui, pour interroger notre invité que je vais bientôt vous présenter, je vous rappelle mes deux acolytes du choc des idées. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur du magazine L'Incorrect dans vos kiosques en ce moment avec ce dossier La France face au chaos mondial. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Quand les empires contre-attaquent, quel avenir pour la France ? Comment la France peut-elle survivre ? Et deux personnes répondent et débattent, Charles Gave et Philippe Diribarne. Effectivement, rencontre haute en couleur, si j'ose dire. Nous sommes aussi avec notre autre fine lame du choc des idées, c'est Stéphane Simon. Bonjour à vous, mon cher Stéphane. Bonjour, mon cher Jean-Marie, bonjour à tous. Que nous connaissons bien sur Sud Radio. Vous allez d'ailleurs nous présenter le livre de notre invité. On parle de l'école aujourd'hui. On parle aussi de la violence dans l'école. Elle a frappé à plusieurs reprises de manière dramatique. On va parler justement de cette école avec un grand E grâce à notre invité qui nous raconte son immersion dans l'enseignement libre. Foi de prof, c'est son livre, publié aux éditions du Rocher. C'est signé de notre invité Harold Cobert. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous n'auriez peut-être pas pensé que votre livre serait à ce point d'actualité lorsque vous reviendriez sur Sud Radio, mais on Absolument est pas. malgré tout ravis de vous recevoir justement pour prendre le pouls de notre école et parler de ce qui ne va pas dans cette génération TikTok, notamment sur les bancs de l'école. Ce qui nous amène à cette carte blanche d'Arthur de Vatrigan, parce que la violence a frappé à plusieurs reprises cette semaine en France. En effet, à Lyon, Théo a été lynché pour un téléphone portable. À Sanary, une professeure a été poignardée 3 fois par un élève de 14 ans. À Pau, un élève de 7 ans a menacé le directeur d'établissement avec un couteau. Et ce n'est qu'un aperçu, et ce n'est que cette semaine. Chaque jour en France, tantôt une région, tantôt une autre, un délinquant mineur agresse et tue un camarade, un voisin, un prof ou un simple passant. Alors il y a plusieurs causes. Il y a une violence tout d'abord liée à l'immigration. Tous les chiffres le montrent, même les responsables politiques osent l'avouer aujourd'hui. Et quand je dis immigration, je ne dis pas que étrangers, je parle aussi de Français issus de l'immigration. Évidemment, je ne dis pas tous les Français issus de l'immigration, mais néanmoins une partie et pas que petite. La raison, elle est simple, c'est que c'est une immigration issue majoritairement de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et si ces personnes arrivent le plus souvent sans sous avec peu de bagages, ils importent dans leur poche un modèle familial très différent du nôtre. Il suffit de relire tous les livres de Maurice Berger. Le modèle familial importé est un modèle clanique. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'éducation, c'est qu'il y a une éducation différente. Et c'est quoi le modèle clanique ? C'est le chef de famille qui ne travaille pas au développement personnel de chacun, mais à la perpétuation du clan. Donc les jeunes n'abordent jamais les relations sociales de personne à personne, mais de groupe à groupe, et les règles du clan priment sur la loi commune. Il y a une autre raison, évidemment, qui n'est pas l'ensauvagement, qui n'est pas une décivilisation, mais qui est une non-civilisation. C'est quoi une non-civilisation ? C'est le raisonnement assez simple. Je veux, je prends. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la frustration. Je suis énervé, je plante. Je veux un téléphone, je plante. On me parle mal, je plante. À 7 ans, on menace parce qu'on n'a pas la force. À 14 ans, on plante. On passe à l'acte parce qu'on a la force. Mais il ne nous a pas échappé qu'un enfant, et donc un futur adulte, est un produit de l'environnement et de son environnement. Donc, dans les régimes libres, dans nos démocraties libérales comme en France, l'homme doit être éduqué à la liberté, et donc à la responsabilité personnelle. C'est-à-dire, comme disait Camus, sans péché. C'est-à-dire intégrer la loi avant qu'elle ne s'impose. Sinon, la démocratie ne peut pas marcher. Or, l'environnement de la société française depuis des décennies, c'est le règne de « j'ai le droit ». Et la politique, le politique, ne cesse de donner son tampon, et juridique, et moral. Un exemple, le changement de sexe. Circulaire Blanquer, il y a quelques années, il demande à l'école de dire « Ok, si un enfant veut qu'on change de prénom, vous devez le faire, même si ce n'est pas le cas à l'état civil ». On ne cesse de le répéter, on vit sur les ruines causées par l'injonction 68 arde, jouir sans entrave. Ce n'est pas que les mineurs délinquants criminels ne craignent pas l'autorité, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Et l'éducation, c'est quoi ? C'est expliquer en premier ce qui est le bien, ce qui est le mal. C'est la morale commune. Sans ça, ça ne marche pas. Je vous rappelle ce que disait le président du Comité consultatif national d'éthique. L'éthique, c'est lui qui nous dit la morale, on est d'accord. Jean-François Delfrécy. Je ne sais pas ce que sont le bien et le mal. C'est vous dire si on est mal barré. Mais il y a d'autres raisons, moins macro, moins nombreuses, mais plus endémiques. Violence intrafamiliale, augmentation de 5%, donc on répète ce qu'on voit dans les familles. Et l'absence de parents qui ont trouvé la babysitter la plus efficace, la moins chère, la plus disponible, c'est l'écran. Et l'écran, on n'apprend pas l'empathie, on n'apprend pas à réfléchir,
Et avec un écran de plus en plus performant, on abolit la frontière entre le réel et le virtuel. Et donc, on n'apprend jamais à mettre des mots sur les pulsions et les sentiments. Alors, j'ai une question à notre invité. Quand les 7-19 ans en France passent en moyenne 19 minutes par jour à lire, ne bascule-t-on pas dans l'enténèbrement des consciences et donc dans la fin de toute relation ? C'est une excellente question et la réponse est oui, sans aucun embâche, parce que moins les enfants lisent, moins ils acquièrent les structures du langage. On s'en rend compte lorsqu'on corrige les copies. Et la problématique n'est pas tant l'orthographe, c'est-à-dire savoir si développement prend 2 L, 1 P, 2 P, 2 L, etc. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand ça atteint les structures profondes de la langue, à savoir la grammaire. Quand on écrit j'ai aimé et aimé ER, c'est qu'on ne sait pas où est le verbe. Si on ne sait pas où est le verbe, on ne peut pas comprendre la phrase. Quand on confond le A accent, le A sans, le OU avec accent, le OU sans, etc. Et quand on touche aux structures profondes de la langue, on atteint les structures profondes de la pensée et nécessairement la capacité d'intégrer une loi morale structurée et structurante. Donc, effectivement, cette invasion des écrans qui, en plus, avec les algorithmes, centre chaque jeune uniquement sur leurs propres désirs personnels, leurs propres croyances aussi, et les conforte dans un narcissisme qui ne peut pas, à ce moment-là, prendre autrui en considération, on va à la catastrophe. Stéphane Simon. Alors moi je voulais présenter le livre de Harold Cobert, d'abord dans Foi de prof, paru aux éditions du Rocher. Vous racontez une année scolaire et une année d'engagement pour les élèves dans l'enseignement privé catholique sous contrat. C'est un détail qui a son importance. C'est un livre étonnant car vous écrivez que vous n'avez jamais eu la vocation. Vous vouliez écrire, surtout pas enseigner. Vous étiez titulaire d'un doctorat de lettres modernes, mais vous n'avez pas voulu passer l'agrégation parce que vous ne le sentiez pas. Et pourtant, l'enseignement n'a cessé de vous appeler. Vous étiez ce que vous rappeliez un intello précaire et un jour, à la demande d'un ami, vous êtes devenu le prof particulier de son fils. Et vous avez tant aimé cela que vous avez candidaté un jour de juillet 2024 dans le public et dans le privé sous contrat. Vous n'avez pas eu de nouvelles du public, enfin pas tout de suite, c'est un détail important aussi. Mais en revanche, les 3 chefs d'établissement du privé devant lesquels vous êtes allé vous défendre, eh bien, vous ont félicité et l'un vous a engagé. C'est ainsi que vous êtes devenu professeur de lettres dans le 16e arrondissement. Et là, au bout d'un an à exercer, vous sortez ce livre Foi de prof. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que votre œil d'écrivain a remarqué qui ne va pas dans l'enseignement à nos enfants ? Alors, ce que mon œil d'écrivain a remarqué a nécessairement trait aux mots, comme on le disait tout à l'heure par rapport à la langue. Et il y a 3 mots qui sont mélangés dans tous les sens et on prend l'un pour l'autre. C'est le mot autorité, vous en parliez, que l'on mélange avec l'autoritarisme et que du fait qu'on prenne l'autorité pour de l'autoritarisme, on préfère remplacer l'autorité par le laxisme le plus absolu. C'est-à-dire laisser la lente dérive précisément, pouvoir changer de sexe juste parce qu'on a envie, ou se lever quand on a envie, sortir de classe quand on a envie, venir en classe quand on a envie. Bref, n'être une fois de plus indexé que sur son principe de plaisir. Et plus du tout un seul principe de responsabilité. Comme dit très bien Marie-Estelle Dupont, il n'y a plus de surmoi. Et ça vient de là. Le surmoi vient aussi avec la langue. Et toutes ces choses-là, et ce qui manque, c'est que je lisais un article ce matin, je crois, où on disait les élèves n'ont plus peur des profs. La question, c'est pas d'avoir peur des profs, il faut surtout pas avoir peur des profs. L'autoritarisme, effectivement, génère la peur. L'autorité, elle génère le respect. Et ce qui s'est perdu, c'est ce mot que tout le monde emploie et que la jeunesse emploie aussi à tort et à travers, c'est le respect. Mais après, comment faire pour pouvoir inspirer le respect chez les jeunes, ça c'est une grande question. Mais justement, si je retourne la question que vous souleviez dans le titre d'un article, est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où les profs ont peur des élèves ? Je pense que dans certains endroits, oui. Dans les établissements privés catholiques sous contrat, où je suis moi, ce sont de véritables écrins, parce que pour tout un tas de raisons dont on pourra discuter tout à l'heure, mais il est évident que dans certains lycées publics, collèges publics ou écoles élémentaires publiques, oui, les professeurs commencent à avoir peur de leurs élèves. Et je crois d'ailleurs que notre président de la République a déclaré sur Brut hier que il ne fallait pas que les professeurs aient peur des élèves. Mais enfin, c'est une belle déclaration de principe, mais dans les faits, comment ne pas avoir peur ? Et si le président de la République en arrive à le dire, c'est que le sujet existe d'ailleurs. Stéphane. Alors non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même, avant de détailler le contenu du livre, il faut aussi ne pas désespérer nos auditeurs. Il y a des choses qui vont bien aussi à l'école, et je vais avoir envie de demander à l'écrivain, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui vous a mis le sourire pendant cette année d'enseignement ? Alors très étonnamment, parce qu'on ne s'attend pas à ça, moi ce qui me donne le sourire, ce que j'ai découvert, c'est que la jeunesse vaut le coup et qu'il ne faut surtout pas désespérer en elle. Précisément,
Mon point, ce que j'ai pu constater, c'est empirique, c'est que selon moi, on dit que le niveau a chuté drastiquement. Très bien, c'est vrai, le niveau de l'orthographe, de la grammaire, de la réflexion, mais ça n'est pas parce que les jeunes sont moins intelligents, c'est parce que les exigences des programmes ont chuté. Donc à partir de là, ils ne peuvent pas s'élever plus haut que l'endroit où on leur demande d'aller. Et j'ai eu la possibilité d'essayer d'enseigner le français comme on me l'a enseigné moi, chez les pères jésuites. J'ai eu un professeur de français, mais exceptionnel, comme on peut tous en avoir eu un, soit un prof de philo, un prof d'histoire, voire un prof de maths, mais un prof de français, qui nous a ouvert des choses exceptionnelles. Par exemple, moi, je ne projette jamais rien, je n'ai jamais aucune image. Et cette idée, je me suis rendu compte que si je leur expliquais pourquoi et que je montais l'exigence, ils le font et donc ils en sont capables et c'est ça qui me donne foi en eux. Ce qui tombe bien, c'est qu'on va en parler dans un instant. Restez avec nous, on parle de l'école face à la montée de la violence, face à la baisse du niveau. Pourquoi cette baisse du niveau, non, n'est pas une fatalité? C'est ce que va nous expliquer notre invité Harold Cobert qui nous présente son livre, je le rappelle, La foi de prof. C'est publié aux éditions du Rocher. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour dans votre nouvelle émission du dimanche sur Sud Radio de 11h à midi, en compagnie d'Arthur de Vatrigan, de Stéphane Simon. On parle de l'école. La baisse du niveau est-elle une fatalité? L'école est-elle impuissante? Et les profs surtout sont-ils impuissants face à la montée de la violence de certains élèves? Autant de sujets qu'on peut soulever avec notre invité Harold Cobert qui présente son livre Foi de prof, publié aux éditions du Rocher et nous raconte son année d'immersion dans l'enseignement privé catholique. On parlait de cette baisse du niveau. D'abord, tiens, un petit panorama. Quand on parle de baisse du niveau, on pense tout de suite à l'orthographe en général. De plus en plus, on pense aux maths. Est-ce que c'est universel dans toutes les matières ou pas, Harold Cobert? Oui, parce que en définitive, j'en parlais d'ailleurs avec un confrère prof de maths. Je suis intervenu l'année dernière dans l'un de ses cours parce qu'il m'expliquait que pour les fonctions, il confondait le verbe être et le verbe avoir. C'est-à-dire être l'image de ou avoir pour antécédent tel point. Et pour résoudre un exercice de mathématiques, il faut comprendre l'énoncé. Donc tout commence par le français, à chaque fois. Effectivement, et ça se renouvelle. Arthur de Vatrigan. Si des élèves vont sortir du collège ou du lycée avec un master en théorie du genre et un diplôme MBA en tout ce qui est non-discrimination ou incitation à la haine, le reste en effet chute, on le voit dans tous les classements. La question c'est est-ce qu'il ne faut pas enlever tout ce qui est superflu à l'école, enlever la perfusion d'idéologie qui passe par des matières absurdes? Sans doute. Après, l'idéologie, il me semble qu'elle est surtout dans la superstructure de ceux qui font les programmes. J'ai l'impression que ceux qui font les programmes n'ont pas vu d'élèves réels depuis l'ère du Minitel. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une génération qui s'informe sur TikTok, sur Snapchat et autres. Alors certes, ils en ont connaissance parce qu'on leur fait des rapports avec des schémas, avec des camemberts PowerPoint, mais est-ce qu'ils les ont vus? Est-ce qu'ils ont essayé de leur transmettre quelque chose? Moi, je me pose très honnêtement la question parce que quand je regarde uniquement le français depuis l'époque où j'ai passé le bac et différentes réformes successives, il se passe des choses absolument dingues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des objets d'études. Il y en a 4. Et les professeurs, pour le baccalauréat en tous les cas, et les professeurs n'ont le choix que dans 3 ou 4 œuvres que les sages de l'éducation nationale nous proposent. Et franchement, il y a des œuvres, vous vous dites, on va les dégoûter du fait de lire. Alors donnez-moi un exemple, parce que vous dites il y a de l'idéologie dans ceux qui définissent les programmes. Quel exemple très concret dans les programmes vous avez pu déceler, vous, dans votre expérience de prof, qui montre qu'il y avait un sous-entendu idéologique lorsqu'on vous a imposé ce programme? Alors c'était l'année dernière, mais je n'avais pas encore de classe de première à la différence de cette année, mais dans l'objet d'étude concernant l'argumentation, on proposait Olympe de Gouges, parce qu'il fallait faire valoir la littérature féminine. Alors moi, je trouve qu'Olympe de Gouges s'aborderait plutôt en histoire plutôt qu'en lettres, parce que d'un point de vue littéraire, ça n'est pas très bon. Si on veut vraiment aborder la littérature féminine, dans ce cas-là, d'excellentissime en termes de style, il vaut mieux aller vers La Princesse de Clèves, George Sand, des choses comme ça, mais pas importer des personnages par idéologie politique dans le champ des lettres. Donc on a voulu forcer les élèves à se farcir Olympe de Gouges en cours de littérature juste parce qu'elle était féministe.
Voilà, et qu'il fallait montrer que les femmes avaient eu un rôle en littérature, mais on le sait depuis toujours en vrai. Alors que un George rôle Sand immense. en est un vrai exemple. Ou Madame de Lafayette, qui est un pur chef-d'œuvre. Hein. Oui, sur la Alors, princesse je de voudrais Clèves. rajouter, préciser une chose quand on parle de la baisse du niveau, c'est quelque chose qui est constaté, qui est scientifique, hein, mais la France aujourd'hui se situe dans le classement PISA en 23e position en mathématiques, 28e en lecture, 26e en sciences. Là où il y a quelques années, on était dans le top 5 des pays. Donc là, maintenant, on est décroché par rapport aux pays que sont le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait palpables. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a passionné à la lecture de votre livre. Vous dites que le niveau a baissé, d'accord, mais que ce n'est pas finalement la faute aux élèves, c'est surtout la faute à l'exigence, la faute finalement de la classe politique dirigeante et des hauts fonctionnaires qui mettent la barre de plus en plus bas. Et vous prenez un exemple très concret, dans l'orthographe, aujourd'hui on dit, vous ne sanctionnez plus l'orthographe, donc vous vous retrouvez avec des copies avec 35, 40 fautes, et puis vous avez décidé de malgré tout sanctionner l'orthographe, et de là, vous vous êtes rendu compte que quand vous demandiez des efforts particuliers aux élèves, et vous n'aviez plus qu'à terme que 5 fautes dans les mêmes copies. Exactement, je me suis rendu compte de cela. J'avais d'abord demandé à mes autres confrères quelle était leur politique avec l'orthographe. Et donc, il m'avait dit, on essaye d'arbitrer un peu entre le marteau et l'enclume pour pas non plus leur mettre des notes terribles. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué à mes élèves de seconde qu'au début du deuxième trimestre, je commencerai à enlever toutes les 5 fautes de grammaire. En réalité, moins 0,5. Et je leur ai dit, donc je vais vous demander, je vais vous imposer de vous relire 10 minutes avant la fin. Parce qu'en fait, en réalité, ils les connaissent, les règles. Ils les ont apprises, mais ils ne les mobilisent pas parce qu'on ne leur demande pas de faire attention. Ils n'ont plus l'habitude de juste faire attention. Un enjeu pour et d'ailleurs, il faut bien entendre le mot faire attention, puisqu'ils ont un déficit d'attention qui est lié à l'usage des écrans qui fragmentent leur capacité de concentration sur le long terme. Donc faire attention, on leur demande juste un effort. Et si on leur demande de faire cet effort-là, c'est là où on passe de 35 fautes à 5 fautes. Donc ils en sont capables. Donc ils ont les capacités de progresser. Ce qui m'amène à cette question subsidiaire, monsieur le professeur, on dit la faute aux élèves ou la faute des élèves ? La faute des élèves. Ouais, pardon, élève Stéphane Simon. Arthur de Vatrigan, c'est pour vous. Il peut m'arriver d'en faire des fautes, vous savez. J'en fais tout le temps. Et la faute au prof aussi ou pas ? Parce que non mais si le niveau scolaire s'effondre, est-ce que c'est parce que le niveau de la société s'effondre ? Les profs d'aujourd'hui sont les élèves d'hier. Imaginez les profs de demain qui sont les élèves d'aujourd'hui. Il y a peut-être aussi un souci du côté du corps professoral. Parce que moi, j'ai corrigé des corrections de profs. Et en plus, moi, j'ai reçu, vous savez, la mauvaise méthode de lecture. Donc, en orthographe, je suis une bille. Mais je corrigeais. Vous avez eu fautes la méthode globale ? de profs. Oui. Hélas. Je crois que je porte plainte. On va faire une petite parenthèse, c'est important parce que c'est un vieux débat dans la communauté éducative entre deux méthodes d'apprentissage de la lecture, la méthode syllabique et la méthode globale. Est-ce que vous pourriez les préciser, résumer grossièrement les deux et nous expliquer pourquoi il y a une controverse autour de ça ? Alors, je ne connais pas exactement comment ça. La méthode syllabique, c'est juste décomposer un mot en syllabes et puis apprendre le sens. C'est ainsi que je l'ai appris. Il me semble et il me semble que la méthode globale, c'est le fait de photographier un mot et éventuellement d'en retenir le sens, mais c'est plutôt une sorte d'image que l'on retient, mais c'est-à-dire on retient une image floue au lieu d'une morphologie. C'est pour ça que ça marche pas. Et donc, comment peut-on espérer rehausser le niveau si les profs ont un niveau très faible et si la société en général, le niveau s'effondre ? Alors, c'est un problème très complexe parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui se battent et j'ai pas du tout envie de leur jeter l'opprobre sur eux. Mais là, en revanche, ce que je sais, c'est que comme le métier n'attire plus, comment est-ce que vous voulez attirer des gens d'excellence ? Ça n'attire plus effectivement pour toutes les conditions que l'on sait, d'insécurité, de salaire aussi, on peut dire les choses très simplement. J'y venais, je veux dire, c'est tout de même une profession qui s'est paupérisée à un degré tiré, donc personne n'a envie d'aller là-bas pour être mal payé et mettre sa vie en danger. Donc qu'est-ce qu'on fait pour redonner envie à des gens d'excellence d'y retourner ? Et si je suis vos collègues de la salle d'épreuve et que je vous entends, je me dis ça veut dire que si moi je suis prof, c'est que je me suis contenté d'un mauvais salaire pour un mauvais métier et que je suis pas excellente, quoi. Pas du tout. Moi, je crois que précisément ceux qui Je vous laisse le préciser exprès. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Ceux qui y vont aujourd'hui, sachant qu'ils vont être mal payés et sachant que ça peut être dangereux, c'est une chose dont on peut être certain. C'est qu'il y a une chose qu'ils ont au moins, c'est la vocation
et l'envie. Stéphane. Ouais. Non, mais moi je suis un fils, petit-fils, arrière-petit-fils de professeur. Prof, donc moi aussi. moi je peux vous raconter simplement que quand mes grands-parents ont commencé à enseigner en 1930 en Vendée, c'était des notables. C'est ça la réalité. Mon grand-père était le 2e Vendéen à avoir une automobile. Donc vous voyez qu'il était dans une catégorie professionnelle favorisée. Et puis il a pu prospérer à l'intérieur de cette institution. Il est devenu maire adjoint de sa ville, etc. Aujourd'hui, on voit bien que ceux qui arrivent dans l'enseignement, parfois c'est un peu à défaut. Il y a, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais il y a ce qu'on appelle maintenant le speed dating pour devenir prof dans l'enseignement public. C'est-à-dire, on se fout que vous ayez votre CAPES ou pas. On a tellement de problèmes de recrutement que venez et on va discuter. Et venez comme vous êtes et vous allez peut-être devenir professeur. C'est vrai ? Oui, je sais, il y avait eu ça il y a 2 ans, notamment dans l'académie de Versailles, où il y avait eu comme ça des speed dating qui durent 5 minutes et on pouvait venir en étant expert comptable et prétendre être professeur de mathématiques, je crois. Ouais, terrible. Arthur de Vatrigan. La question est peut-être plus question de statut social que de salaire, mais moi, pour me rappeler à chaque fois ma critique des professeurs, je me rappelle que Madame Ercilla Soudé est professeure. Donc ça change un peu le niveau et la perspective. Ça, c'est une balle perdue pour une députée insoumise. Au cas où pour l'éducation générale en général. Mais vous qui justement, est-ce que vous êtes dans le privé, est-ce que cette idéologie un peu égalitariste qui a fait descendre le niveau, est-ce que justement ça n'a pas accru la distance entre les élèves issus d'un milieu favorisé et ceux d'un milieu défavorisé? Vous êtes dans le privé, vous voyez que c'est pas le même élève. Pas du tout, parce que dans mes classes, j'ai des élèves de tous les milieux sociaux. Il y en a qui viennent de Bois-Colombes, qui viennent d'Argenteuil. J'ai des fils de grands patrons, mais j'ai aussi des fils de petits commerçants, des fils de petits artisans, et c'est généralisé. Il y a pas, ça pose une question plus globale et qui rejoint après la question de la violence qu'on évoquait en tout début, c'est-à-dire que les élèves aussi de familles très favorisées ne voient pas nécessairement leurs parents, ils ne sont pas nécessairement encadrés, ils ne sont pas nécessairement suivis. Et la misère peut être affective aussi quand on reste tout seul. Moi, quand je donnais beaucoup de cours particuliers, j'avais certains élèves qui habitaient dans des 300-400 mètres carrés, je ne voyais jamais leurs parents. Effectivement, justement, vous parliez de misère, on va parler d'une autre misère, les misères de la vie de prof que vous avez pu expérimenter avec un certain nombre d'anecdotes que vous allez nous raconter. Restez avec nous, Harold Cobert. Je rappelle, vous présentez votre livre « Foi de prof ». Il faut vraiment avoir la foi. C'est publié aux éditions du Rocher. On continue à parler de ce que devient notre école en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue dans votre nouvelle émission du dimanche sur Sud Radio jusqu'à midi, le choc des idées. En compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan, nous recevons un invité qui n'a pas peur de déranger par les idées qu'il soulève, parfois par les tabous qu'il brise. Aujourd'hui, on parle de ce que devient notre école avec quelqu'un qui s'est immergé dans l'enseignement catholique, tout simplement. Il va nous dire s'il aurait su, il aurait peut-être pas venu. En tout cas, voilà ce qu'il peut nous raconter de ce que devient cette école. On parle des misères de la vie de prof aujourd'hui parce que c'est devenu très difficile. On peut peut-être en détailler 2 ou 3 exemples, Stéphane Simon. Oui, alors on va passer sur les profs mal payés. Vous vous rappelez que les copies du bac sont payées 5 €. C'est sur une manière, je dirais, en moyenne, ça fait le salaire d'une femme de ménage sans qualification. Mais ça, mettons ce problème-là de côté et parlons vraiment de ces mots silencieux qui rongent l'école. Parce que là, il y en a beaucoup. Et vous en détaillez un certain nombre. Vous parlez par exemple du harcèlement dont certains sont victimes, souvent pour des affaires de garçons ou de filles, ce qui n'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quand il s'agit de drogue et que la drogue génère du harcèlement à l'école. Et puis, on découvre qu'il y a aussi, dans le 16e arrondissement de Paris, qui est quand même pas le plus défavorisé, qu'il y a aussi des élèves alcooliques. Oui, alors ça, ce sont des mots sociaux qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on vienne du 6e arrondissement ou qu'on vienne du fin fond de la banlieue la plus dangereuse. C'est universel. Effectivement, c'est une anecdote que j'ai entendue en salle des profs. 2 consoeurs discutaient parce que il y a une élève de leur classe s'endormait souvent, donc elle s'inquiétait et se demandait si peut-être elle était mise sous anxiolytique ou des choses comme ça, parce qu'il y a un vrai problème d'anxiété dans la jeunesse aujourd'hui qui génère aussi tout un tas de problèmes psychologiques. Et donc elles avaient convoqué la maman, et la maman était totalement désemparée. Elle dit non, mais vous n'y êtes pas du tout. Notre fille est alcoolique, on ne s'en sort pas. Ils n'arrivaient pas à sortir la fille de cette problématique d'alcool. Mais ça, c'est une problématique. La misère des profs, la plus grande misère qu'ils ont,
c'est la misère de leurs élèves quand ils voient qu'ils sont pris dans des étaux qui concernent la drogue, le harcèlement, les violences intrafamiliales, l'alcool, la dépendance à tout un tas de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est la dépendance aux opioïdes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle drogue, enfin ça fait longtemps qu'elle est là, mais qui est dans la pharmacie de tous les enfants, dans la pharmacie de leurs parents. Il suffit, pour faire de la ligne, il suffit de prendre quelques opiacés, de le mélanger avec quelque chose, et c'est la drogue des rappeurs qui s'appelle l'héroïne liquide et qui tue aussi, qui rend aussi dépendant, et qu'en France on ne sait pas encore bien traiter d'ailleurs en addictologie et en psychiatrie. Alors, vous parlez aussi des élèves simulateurs. Par exemple, vous parlez de Eduardo dans votre livre, qui est assez touchant parce que il vous fait croire un jour que sa mère l'a blessé parce que finalement vous lui avez mis une mauvaise note, elle l'a frappé à cause donc de notes que vous étiez censé lui mettre. Et puis il essaye de vous culpabiliser avant que vous découvriez qu'en fait il n'en est rien du tout. Il simule pour attirer la pitié. Mais c'est intéressant parce que ces élèves manipulateurs, on les trouve aussi dans l'affaire Samuel Paty. Je rappelle que c'est le mensonge d'une jeune fille qui va désigner Samuel Paty, qui va finir par désigner Samuel Paty à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Oui, alors là, je mets tout de même un écart considérable entre bien sûr. Eduardo, que je connais bien, qui est un élève qui plutôt essayait sur le ton de l'humour de me faire croire que pour que en me disant monsieur vous avez été trop dur lorsque vous m'avez mis cette note qui n'était pas bonne. Mais cette bonne guerre, pardon, oui, je l'ai cette fait bonne aussi. guerre. Oui, mais enfin, il montrer ses blessures, c'est des blessures imaginaires, c'est déjà pour un peu plus rare. Lui il me dit est-ce que vous voulez que je vous montre? Il sait que je vais lui dire non, donc je me dis plutôt que de jouer l'outré ou quoi, je vais aller dans l'assurantière, je dis oh là, c'est très grave ce qui vous arrive. Dans ce cas-là, je suspends le cours, je mets tout le monde en études, je vous emmène au commissariat pour porter plainte contre votre mère. Et là, il se décompose. Mais c'est une scène plutôt drôle. Il me fait mais non monsieur, c'est pas vrai. Je dis mais je le sais. En revanche, parce que Eduardo n'est pas du tout le type de personne qui ment comme ça s'est passé dans l'affaire Samuel Paty. Quand on arrive à ce type de simulation comme dans l'affaire Samuel Paty, là les conséquences sont dramatiques. Là, il faut remettre l'anecdote qui est une anecdote drôlatique et légère. Effectivement. Tout de même. Arthur de Vatrigan. Alors, on parlait des élèves, beaucoup d'exemples intéressants, mais alors quid des parents? C'est quoi le portrait type du pire parent que vous ayez rencontré? Écoutez, pour l'heure, en ce qui me concerne, en même temps, je suis un jeune prof de 51 ans, j'ai re-signé cette année avec plus de classes, donc je n'ai pas une expérience non plus, je ne suis pas un cacique. Mais en ce qui concerne le français, là, jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec les parents. Aucun. Aucun. Donc je m'en estime fort heureux. Sans doute que ça arrivera un jour, mais à date, je n'ai pas eu de parent qui ait remis une seule fois en cause les notes que j'ai pu mettre. Donc si on continue à parler de ces petites misères de la vie du professeur, si vous deviez faire à peu près un classement dans lequel tous ceux qui nous écoutent et qui sont profs se reconnaîtraient, par exemple, dans les misères les plus habituelles, on aurait quoi? Alors, le souci que j'ai, c'est que précisément, étant dans l'enseignement privé catholique sous contrat et dans un établissement à taille humaine, on n'a pas toutes les misères. On est plutôt très privilégié, je trouve, dans les conditions d'enseignement. En revanche, je pourrais citer une amie. J'étais intervenu pendant une année dans ces classes. J'avais fait des ateliers d'écriture qui est professeure dans l'Essonne, dans un lycée en REP techno. Et elle me parle tout le temps de maltraitance administrative. Et c'est surtout l'administration dont j'ai l'impression qu'ils souffrent des bâtons dans les roues que l'administration centrale leur met. Par les inspecteurs, par exemple, dans les programmes? Les programmes, les inspecteurs, les empêchant de pouvoir monter certaines rencontres avec des écrivains, l'épuisement avec tous les dossiers qu'il faut pouvoir remplir, les financements que l'on ne trouve pas, etc. etc. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve dans toute la société aujourd'hui. Exactement. Alors, les deux lèvent le doigt. Quel élève Tiens, Arthur de Vatrigan. Juste parce que vous avez parlé des inspecteurs et ça me fait penser, vous savez, je voudrais avoir votre avis sur ce rapport qui est publié par le secrétariat général de l'enseignement catholique, un rapport qui fait état de graves abus sur les contrôles qui ont été lancés à l'époque où Mme Borne était ministre de l'Éducation nationale à la suite de l'affaire Bétaram. Fouille des cartables, questions intrusives, retrait des croix dans les écoles catholiques parce qu'elles sont catholiques, ce qui est assez surprenant. Quel est votre avis là-dessus ? Sur la manière dont l'État inspecte les écoles privées. Est-ce que vous l'avez subi vous-même ? Est-ce que vous avez entendu des témoignages à ce sujet ? Oui, j'ai entendu des témoignages, je ne l'ai pas encore subi. Je pense qu'à l'intérieur de ce livre-là, moi je raconte une histoire parce que j'ai été auditionné, puisque j'avais candidaté à la fois pour le privé et pour le public, et j'ai été auditionné par un inspecteur. Et
l'entretien c'était plutôt très très mal passé. Je pense pas qu'ils soient tous comme lui, mais j'étais tombé sur quelqu'un qui a eu la volonté d'essayer de me soumettre à un exercice d'humiliation. Et là, en revanche, j'ai trouvé ça absolument terrifiant. Racontez ce que vous avez vécu comme une tentative d'exercice d'humiliation par un inspecteur. C'était très rapide. Il m'a d'abord dit qu'il y aurait un observateur. Donc moi, ça ne me dérangeait pas. Mais l'observateur s'est assis. J'avais quasiment sa tête sur mon épaule. Il m'a expliqué que... vu mon niveau, je pouvais être soit prof au collège, soit au lycée. Il me demandait quel endroit préféreriez-vous ? J'ai dit lycée. Et il m'a soumis à un exercice d'explication de texte comme ça à l'aveugle en me disant improvisez-moi une analyse linéaire pour des quatrièmes. Je venais de demander je dire que j'avais une préférence pour le lycée. Donc je me suis dit très bien. Et après à toutes les questions, je répondais jamais selon lui de la bonne façon. Et à la fin des fins, il me demandait comment est-ce que je ferais pour donner aux jeunes d'aujourd'hui l'envie de lire. Je vous croyez vraiment que j'ai la solution à un problème qui a plus de 50 à 70 ans avec une déperdition du fait que les jeunes lisent et surtout à la fin. Et surtout à la fin, il m'a dit essayez de me donner envie de lire un livre que vous avez lu récemment et qui vous a plu. Il me dit non en fait non. Donnez-moi envie de lire l'un de vos livres. Donc j'ai compris que c'était ma personnalité, éventuellement mon parcours. Il avait envie d'imposer son autorité. Pour me signifier que j'étais pas nécessairement un bon prof parce que j'étais écrivain, ce qui en soi est vrai. Être écrivain ne m'assure pas d'être un bon prof. À part ces vexations, il y a des choses dont vous parlez abondamment, ce sont et qui font partie de ce que j'appelle la misère d'être professeur aujourd'hui. Par exemple, le passage en classe supérieure, alors que vous avez pu constater que les notions sont pas comprises. C'est quelque chose qui doit évidemment agacer quand on est professeur, de sentir qu'il y a des élèves qu'il faudrait retenir dans une classe pour retravailler avec eux. Et on les encourage à passer à la classe supérieure. Puis après, je vous parlerai de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'il me semble qu'on ne peut plus vraiment s'opposer aux décisions du conseil de classe de faire redoubler les élèves. En revanche, moi, j'ai vu en conseil de classe l'année dernière, dans l'éducation privée catholique sous contrat, on leur propose un redoublement ailleurs. Ah oui. On ne fait pas redoubler à l'intérieur de l'établissement, mais parce que... parce qu'il y a tellement de demandes qu'il faut un petit peu changer aussi. Brasser. Et on se dit aussi que si l'élève n'a pas répondu, il ou elle risque d'avoir les mêmes professeurs et que ça ne va pas forcément mieux fonctionner. Il y a quelque chose qui vous agace, ce sont les devoirs qui sont faits par les élèves qui utilisent l'intelligence artificielle. Ça vous agace en particulier parce que c'est facile à repérer. En général, ils vous rendent la même copie à quelques mots près. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous ne leur refusez pas d'utiliser l'intelligence artificielle, mais vous leur dites, faites en sorte de optimiser ce pré-travail. Oui, parce qu'en vrai, dans tout progrès, il y a du bon et du mauvais. Et si on sait bien utiliser l'intelligence artificielle, ça sera à leur bénéfice. Donc effectivement, le type de devoir que je ne donne plus, je ne donne plus ni de dissertation, ni de commentaires composés à faire à la maison, parce que je sais qu'ils vont le faire soit avec l'IA, soit avec un professeur particulier. Vous donnez soit plus de dissert, plus de commentaires composés à la maison. Non. C'est terminé. Non, parce que je suis... En classe seulement. Seulement sur table. Et puis pire, ils pourraient aussi le faire avec leurs parents. Si je mets une mauvaise note aux parents, là je vais commencer à avoir de vrais soucis. En revanche, je leur apprends comment utiliser l'intelligence artificielle, je leur apprends comment prompter pour utiliser l'intelligence artificielle comme un prof particulier gratuit. Et quand c'est-à-dire, je leur explique comment. Je leur dis, vous devez faire votre plan détaillé tout seul et soumettre en demandant à l'intelligence artificielle avec un prompt qui est très précis que je leur donne et que je leur écris pour avoir un regard critique sur votre travail et qu'on vous explique où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est pas bien, pourquoi est-ce que ça va pas bien là et comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit meilleur. Et l'intelligence artificielle utilisée comme ça est formidable. Et puis de toutes les façons, ça ne sert à rien d'aller contre l'intelligence artificielle, elle fait partie de nos vies, elle fera partie de leur vie. Donc en réalité, l'école, ce qu'elle doit faire, c'est leur apprendre à l'utiliser sans en devenir les serviteurs. Justement, on va faire appel à votre intelligence naturelle. Dans quelques instants, Harold Cobert, on va vous demander ce qu'il faudrait mettre en place dans l'école en général pour faire en sorte que justement cette baisse du niveau ne soit plus une fatalité. Restez avec nous dans le Choc des idées sur Sud Radio en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Retour à l'école, si j'ose dire, avec notre invité Harold Cobert, auteur de ce livre Foi de prof, une année d'immersion dans l'enseignement privé catholique. C'est publié aux éditions du Rocher. On est toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, et de Stéphane Simon. On parle de la situation de l'école en général en France, situation qui, si je nous écoute depuis le début de l'émission, Harold Cobert n'est pas très reluisante, on est d'accord là-dessus. Effectivement. Pourtant, vous gardez espoir. Moi, je garde espoir parce que ce que j'ai pu constater, c'est
que les jeunes sont capables de tous les progrès que l'on veut, à condition qu'on s'en donne les moyens intellectuels et qu'on leur fixe des véritables exigences, et ils en sont tout à fait capables. Et je me refuse à désespérer dans la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est notre avenir, et sans eux, il n'y a pas d'avenir. Donc nous devons investir en eux, croire en eux, et faire en sorte qu'ils puissent faire ce pourquoi ils sont à l'école, c'est-à-dire s'élever. Ouais. Stéphane Simon. C'est intéressant votre livre parce que vous dites qu'on désespère à tort. Désespérer à tort, ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer de ces jeunesses, mais simplement se poser les bonnes questions. Essayer de remettre, par exemple, les savoirs fondamentaux au cœur de l'enseignement. Il ne faut quand même pas oublier que l'école, c'était souvent d'abord pour apprendre à lire, à compter et à écrire. Voilà. Eh bien, je dirais, cette mission originelle, elle a été, au fil du temps, complètement pervertie, grignotée par une espèce de laxisme de l'enseignement qui a consisté à dire, on va tolérer les fautes d'orthographe. Si les fondamentaux des mathématiques ne sont pas connus, c'est pas si grave, on vous interdira pas de passer dans la classe supérieure, parce qu'on veut, finalement, 90% de la population au moins qui est le baccalauréat. Finalement, est-ce que le péché originel, c'est pas d'avoir voulu, et ça c'était un homme pourtant que j'apprécie beaucoup, qui était Jean-Pierre Chevènement, qui avait dit à l'époque, je veux une classe d'âge qui a le baccalauréat massive, à 80, je me fixe comme objectif 80-90% de bacheliers à horizon, on est dans les années 80 là. Est-ce que c'est pas ça la faute originelle finalement? Alors je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est en tout cas l'une des fautes originelles, c'est certain, parce que on ne peut pas avoir 100% de réussite au bac sur une classe d'âge sans abaisser le niveau pour que ceux qui ne peuvent pas s'élever pour X ou Y raison aient ce baccalauréat-là. En revanche, vous étiez sur les fondamentaux, effectivement, lire, écrire, compter, et c'est très très important parce que moi je crois que la pire des idéologies, si on voulait la formaliser comme ça, c'est l'idéologie de la bienveillance. Moi, la bienveillance est le mot que je déteste aujourd'hui le plus au monde, qui pourtant est un mot qui est plutôt beau, mais qui est employé à tort et à raison tout le temps, qui est vidé de son sens tout le temps. Lorsqu'un DRH vous convoque pour un entretien avec bienveillance, vous êtes sûr que vous allez vous faire virer. Quand le président Macron emploie le mot bienveillance, vous êtes sûr qu'il va se produire une catastrophe intersidérale. Et j'avais assisté en formation à une conférence avec un prêtre à laquelle j'ai été allé vraiment à reculons, parce que moi j'ai passé 12 ans chez les pères jésuites avant, je connais leur casuistique, leur rhétorique, etc. Et à un moment, il dit cette phrase qui est absolument géniale, je trouve. Il dit, nous, dans l'éducation privée catholique, nous n'aimons pas la bienveillance, nous lui préférons la bienfaisance. Pourquoi ? Parce que la bienveillance, c'est le bien qu'on veut faire, la bienfaisance, c'est le bien qu'on fait. Et je trouve que c'était très intéressant de voir que la bienveillance était velléitaire, alors que la bienfaisance est volontaire, active. Et précisément, remettre de l'exigence, c'est être bienfaisant, parce que c'est apprendre aux jeunes, c'est leur structurer l'esprit, leur donner des armes, c'est pour ton bien, c'est pas pour lui faire du mal. Et on retombe sur ce qu'on disait au tout début, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'autorité pour avoir du respect, etc. Ça m'amène à cette nuance avant de donner la parole à Arthur de Vatrigan. Votre expérience est dans l'enseignement privé catholique, je le précise, sous contrat. C'est important parce que ça veut dire que le programme est censé être le même. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le privé que vous n'auriez pas pu vivre dans le public ? Aucune idée, parce que je ne suis pas allé dans le public, parce que le public ne m'a pas pris encore. Qu'est-ce qu'on vous a laissé faire, d'après vous, qu'on n'aurait pas pu faire dans le public, par exemple ? Parce qu'il y a forcément une différence. Ce ne sont même pas forcément les mêmes élèves. Je pense que vraiment, l'idée que j'ai pu retirer des points pour la grammaire à partir du second trimestre est quelque chose qui aurait pu être plus compliqué, parce que j'aurais pu me retrouver dans le public avec les parents qui seraient venus en me disant non. Peut-être, parce que tous les directeurs, toutes les directions dans le public n'auraient pas forcément embrayé le pas des parents. Mais ici, en tous les cas, moi je sais que si des parents étaient venus me voir, la direction aurait été de mon côté. Si je peux me permettre une observation, c'est vrai que l'école publique n'est pas la même pour tous, contrairement à ce qu'on raconte. L'école publique, elle est conditionnée par le directeur de l'école. C'est le directeur de l'école qui va donner le ton, les objectifs. Et c'est très important, et c'est un conseil que je donne aux auditeurs de Sud Radio. Au moment de choisir une école pour les enfants, eh bien, il faut aller rencontrer les directeurs. Il faut voir un peu de quel bois ils se chauffent. C'est très important. Oui, c'est vraiment très important, d'autant plus qu'il y a quand même une certaine jeunesse qui n'a que l'école pour s'en sortir. Et si on baisse l'exigence de l'école, en fait, on les maltraite eux. Pour ceux qui n'ont que l'école pour s'en sortir, il faut leur donner la capacité de s'élever. Arthur de Vatrigan. C'était ça le génie de la France qui a permis
à Peggy, fils de rempailleuse de paille, de devenir un des plus grands poètes, un des plus grands penseurs français, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais justement, vous êtes dans le privé, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui fuient le public pour mettre leurs enfants dans le privé, beaucoup de maintenant qui fuient le privé pour mettre leurs enfants dans le hors contrat. Est-ce que le point de départ n'est-il pas cette idée républicaine un peu fausse et triste que de créer un moule unique pour tous les élèves? Donc c'est le principe du collège unique, c'est le principe de la non-autonomie des directeurs d'établissement. Est-ce que ce ne sont pas, au-delà des savoirs fondamentaux qu'il faut évidemment rétablir, c'est deux choses qu'il faudrait remettre en question, collège unique et principe de subsidiarité dans les directions? Très bonne question. J'ai pas véritablement la réponse. Après, je me demande malgré tout comment est-ce qu'on peut créer un pays, une communauté de citoyens si on n'a pas un minimum de base commune. Et parce que après, ça peut arriver à une sorte de programme à la carte, de sur-mesure tout le temps. Et comment on fait pour pouvoir vivre ensemble si les valeurs ne sont pas les mêmes entre les différentes écoles? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça a si bien marché sous la 3e République et la 4e République? Il y a moins d'élèves. Et pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup moins d'élèves. Alors, n'idéalisons pas non plus complètement le privé. Justement, on va en venir avec Stéphane Simon à cet autre aspect. Quand on parle aujourd'hui de l'école privée, on pense aussi à ce qu'il y a de troubles, et notamment l'histoire absolument scandaleuse de Betaram, qui a encore évolué cette semaine. Oui, vous avez écrit dans votre livre d'ailleurs que Betaram est venu percuter de plein fouet le propos de ce livre pendant sa gestation. Ça, c'est vous, je vous cite. Il y a d'ailleurs un autre livre qui est sorti, celui du lanceur d'alerte Alain Esquer, chez Michel Lafon, qui s'appelle Le silence de Betaram, qui a dénoncé les violences au sein de cette institution. Qu'est-ce que vous pensez que Betaram vous a appris, et qu'est-ce que vous pensez, d'une manière générale, des méthodes très autoritaires au sein de cet établissement? Concernant les méthodes autoritaires qui se sont déroulées à Betaram, je les condamne toutes sans aucune réserve. C'était plus qu'autoritaire d'ailleurs. Mais là, on est dans l'autoritarisme, on est dans la maltraitance pure, on est dans la tyrannie, enfin, on est dans la violence, le viol, enfin, on est dans l'innommable finalement. Mais je ne pouvais pas faire l'économie d'essayer de penser un tout petit peu Betaram, parce que comme je fais un éloge et un plaidoyer que j'espère non aveugle du système privé catholique sous contrat, je ne peux pas ne pas aller voir les dérives qu'il y a pu avoir. Et ça m'a interrogé sur le fait que est-ce que les violences faites aux enfants sont l'apanage et de l'Église catholique et ou du système privé catholique sous contrat? Réponse non. On en a eu un exemple, hélas, très récemment, dans certaines crèches parisiennes du 10e et du 11e arrondissement, donc publiques, où il y a eu des viols, des maltraitances d'enfants de 3, 4, 5 ans. Ouais. Et ça, parce qu'on se sert de Betaram ou du fait qu'il y a des abus sexuels sur des jeunes pour dire qu'il faut supprimer ce type d'enseignement, il faut supprimer ce type de structure. C'est un raisonnement qui est faux, parce que si on veut vraiment protéger la jeunesse des violences faites aux enfants, il faut aller sur tous les endroits où il y a des adultes qui ont à charge à la place des parents, auxquels des parents confient des jeunes pendant un certain temps. Et là, ça veut dire club de danse, club de sport, MJC, etc. Parce que les de la jeunesse et de la culture, il y en a eu. Oui. Malgré tout, vous avez une surreprésentation de ces actes dans certaines institutions religieuses en France, parce qu'un nombre de cas énorme a montré qu'une forme de loi du silence au sein de l'Église, de toute façon, faisait qu'on ne les faisait pas remonter si facilement que ça. Bien sûr. Alors ça, c'est un vrai problème. Il faudrait que l'Église fasse un vrai mea culpa, ou en tout cas investigue Elle le fait, d'ailleurs, et révèle un peu tout ce qu'elle a pu cacher. Est-ce qu'elle le fera? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui choque aussi dans le fait que ce soit catholique, c'est que précisément, on a l'idée qu'il y a une vertu morale supérieure là-bas, donc ça ne devrait surtout pas arriver dans ce cadre-là. D'où la trahison. Mais après, donnez-moi une institution qui nettoie ses écuries, officiellement et publiquement. À part l'Église catholique, j'en connais pas. Alors, évidemment que ce qu'ils ont fait était immonde. Je ne le nie pas, mais ils n'ont jamais dit que c'était bien, contrairement à d'autres institutions. Ils n'ont jamais inversé le mal et le bien, et ils nettoient publiquement leurs écuries. Certes, oui. Bref, mais j'avais une autre question. Si, c'est important. Non, mais vous avez raison de le dire. Je peux sortir pas mal de profs de sport, de techno, qui ont fait des saloperies, qui ont jamais été, et c'est toujours, justement, qui ont toujours été protégés par la hiérarchie. Et justement, c'est là où je voulais en revenir, c'est sur la hiérarchie. On a parlé de l'affaire Samuel Paty, il y a du pas de vague, mais dans d'autres affaires de violence, il y a du pas de vague, des affaires de harcèlement, il y a du pas de vague. Est-ce que le souci n'est-il pas que justement le directeur qui veut fuir un établissement compliqué doit montrer que son établissement n'a pas de problème pour se faire muter ailleurs, et donc sacrifie et les profs et les élèves? Ce sera le mot de la fin, Harold Cobert. N'étant pas directeur, je ne sais pas, mais à mon avis, comme ils sont en tout cas dans le public évalués avec un certain nombre de points, il me semble qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'effectivement de suivre
le courant qu'on leur impose. Mais encore une fois, il me semble, je n'ai pas la... Bon, on est certitude. dimanche, demain les élèves retournent à l'école. Donnez une bonne raison aux parents qui vous écoutent de se dire c'est pas grave, ça va bien se passer quand ils y retourneront après tout ce qu'ils viennent d'entendre. Parce qu'ils vont sans doute avoir un prof de français ou un prof de maths qui sera formidable et qui vont au moins avoir, grâce à l'école, accès à des grands textes. Et ça, c'est une grande joie. Et en attendant, ils peuvent toujours lire ce livre, Foi de prof, signé de notre invité Harold Cobert, qu'on remercie, publié aux éditions du Rocher. Ils peuvent aussi lire le dernier numéro du magazine L'Incorrect, qui est dans vos kiosques, dirigé par notre ami Arthur de Vatrigan, que je remercie également. Merci à vous. Et ils peuvent toujours d'ailleurs relire les productions ou réécouter les productions nombreuses et brillantes de Stéphane Simon, que je remercie à son tour. Je vous remercie. La semaine prochaine, on reçoit Chantal Delsol pour son livre La tragédie migratoire et la chute des empires. Exactement. Y a-t-il une comparaison à faire entre notre Occident et l'Empire romain lorsqu'il est tombé? C'est ce qu'on verra. Mais avant ça, place à la vie devant nous. C'est avec Laurent Permas. On va notamment se poser cette question. Ça coûte combien d'être vieux en France aujourd'hui? C'est juste après les infos. Bon dimanche.